Je vous rappelle que plus d'1 millier de manifestants sont rassemblés sur la colline du Parlement à Ottawa dans le cadre d'une rencontre organisée entre des leaders autochtones et le premier ministre Stephen Harper. Des ministres et des fonctionnaires sont aussi présents. La rencontre se déroule en l'absence de plusieurs chefs, dont celle d'Ottawa-Piscataqua, qui poursuit une grève de la faim depuis 1 mois. En marge de cette rencontre, d'autres manifestations se déroulent au pays, et c'est le cas à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick. C'est là que je retrouve que l'on joint aux airs italiens. Aux airs, les Autochtones se sont déplacés dans une école. Et quelles sont leurs intentions? Actuellement, la majorité, je dirais une bonne partie du village, de la communauté de Vestigouche, est actuellement à l'intérieur de l'école du village. Question d'évaluer les événements de la journée, mais surtout question d'attendre les résultats positifs ou négatifs de la rencontre d'Ottawa. Et les Autochtones ont aussi bloqué la circulation plutôt aujourd'hui. Oui, parce que vous pouvez voir là, sur le pont derrière moi, la circulation automobile a repris. Sur le pont interprovincial entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, la circulation a repris. Par contre, pendant une cinquantaine de minutes cet après-midi, ils étaient environ 500 marcheurs, tant du Québec que du Nouveau-Brunswick, à marcher en appui au mouvement Idle No More. C'était bien sûr des Autochtones et des sympathisants pour le projet, pour le mouvement Idle No More. Mais il y avait aussi des gens à la demande du député du NPD qui sont venus manifester contre la réforme de l'assurance-emploi. Et puis, il y avait également des protecteurs de l'environnement. En fait, tout ce monde-là marchait dans le but de montrer leur opposition aux différentes politiques du gouvernement Harper. Maintenant, quelle est la valeur d'une manifestation à des milliers de kilomètres d'Ottawa? J'ai posé la question à un porte-parole de la communauté de Vestigouche. Je vous invite à l'écouter. Pour nous, pour la communauté, c'est très important pour montrer notre soutien pour le mouvement Idle No More. Et c'est pour ça qu'on a fait une marche d'unité pour l'unité aujourd'hui. Maintenant, quelles vont être les suites des événements de la journée de cette marche sur le pont interprovincial, des suites de cette démonstration de force? Eh bien, disons que les Autochtones nous disent qu'il y a des options sur la table, des options qui ont été établies par les chefs. Maintenant, ils ne veulent pas donner quelles sont ces options-là. Ils disent que c'est une question de stratégie et qu'il faudra attendre pour voir quels vont être les résultats de la rencontre à Ottawa, si ce sera positif ou négatif. Donc, il s'agit tout simplement, tout le monde est tourné vers Ottawa et on attend les décisions qui vont se prendre là-bas. Très bien, Rosaire. Merci, au revoir. Et sur le web, les Autochtones du Canada font face à des défis considérables si l'on en juge par les données de Statistique Canada. Notre journaliste multimédia Bador Zabian est avec nous. Bador, vous avez fouillé ces données de Statistique Canada qui confirment qu'il y a un grand nombre des membres des Premières Nations qui vivent dans la pauvreté, dans le dénuement même. C'est ça, j'ai fouillé un peu ces données. C'est des données qui datent de 2006. Les nouvelles données du recensement vont sortir dans les prochains mois, ce qui concerne les populations autochtones au Canada. Je vais vous montrer ce graphique ici. Ça nous montre le pourcentage de Canadiens de moins de 15 ans qui vivent dans des familles à faible revenu. Et ici, vous pouvez voir les familles à faible revenu qui ne sont pas autochtones. Donc, ça arrive à environ un peu moins de 15%. Et les familles autochtones, les personnes de moins de 15 ans qui vivent dans des familles autochtones à faible revenu, eh bien, c'est pratiquement 2 fois plus, à 30%. Je vais vous montrer aussi un autre graphique, si je peux le sortir ici. C'est le taux d'incarcération des populations autochtones ici au Canada. Vous pouvez voir ici le taux d'incarcération. Quand on compare à la population, c'est bien plus élevé chez les autochtones que pour les autres Canadiens. Ici, c'est 30 fois plus en fait, 30 fois plus de chances de se faire incarcérer si vous êtes un Canadien autochtone, tandis que si vous comparez à les autres populations du Canada, c'est notamment dû au faible niveau d'éducation, à la pauvreté, à plusieurs facteurs. Et que fait le ministère des Affaires autochtones? Écoutez, le ministère des Affaires autochtones nous dit que leur budget a beaucoup augmenté depuis les dernières années. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que en 6 ans, leur budget a augmenté d'1 tiers et il est maintenant à 7,2 milliards de dollars. Et 275 millions de dollars sur 3 ans vont être investis pour aider notamment l'éducation chez les autochtones. Mais bon, on s'aperçoit avec le mouvement que ce n'est pas suffisant pour beaucoup de ces chefs autochtones. Le problème est aussi plus complexe. Bien, merci Bador. Au revoir. Au revoir.
Il y aura 3 ans demain qu'un terrible séisme secouait Haïti. 220 000 personnes avaient trouvé la mort. Aujourd'hui, 350 000 Haïtiens vivent toujours dans des camps. La reconstruction est loin d'être terminée, mais elle avance petit à petit grâce notamment à l'aide internationale. Et c'est dans ce contexte que le Canada, qui a versé $1 milliard jusqu'à présent, a décidé de geler l'aide consacrée au nouveau projet, estimant que les progrès sont insatisfaisants. Notre envoyé spécial, Sébastien Saint-François, est justement allé visiter un camp de réfugiés. On se trouve en ce moment dans le camp Otomeka, dans la municipalité de Delma. Il y a eu à un certain moment ici 10 000 personnes qui résidaient, qui avaient trouvé refuge dans ce camp-ci. On est en ce moment à environ 2 000 personnes, près de 1 000 familles qui y sont toujours. Évidemment, c'est un camp qui est fait avec les moyens de fortune, avec les moyens du bord. Vous allez voir, il y a un petit magasin, le magasin du camp, qui vend entre autres des bonbons pour les enfants et quelques petites gâteries. Mais il y a surtout ce nombre incalculable de tentes. Vous voyez, il y a des bâches de USAID qui servent de mur. Il y a des portes de tôle qu'on a ramassées un peu n'importe où et qui permettent de fermer l'abri. Et il y a surtout tous ces gens qui attendent de se faire relocaliser, ce qu'on a commencé, puisqu'il y a beaucoup moins de gens ici qu'il y en avait, mais c'est un processus qui est loin d'être terminé. Vous allez le voir, il y a une famille qui a été chanceuse aujourd'hui, on a carrément écrasé leur tente, ça c'était le signe qu'ils avaient reçu une allocation monétaire, près de 500 $ pour se trouver un logement en ville, et c'est ça le but des autorités ici, tranquillement, vider le camp tranquillement, relocaliser tous les gens qui y sont. Pour le moment, je suis satisfait par rapport à le travail de la Croix-Rouge canadienne entamé avec les relocaliser les familles avec dignité, avec beaucoup de respect. On le dit souvent, mais il y a bien des camps comme celui-ci qui ont été érigés sur des terrains privés. Celui-ci, il a été mis en place par les réfugiés eux-mêmes au lendemain du séisme. Mais on se trouve dans les faits dans la cour arrière d'un concessionnaire automobile haïtien de la municipalité de Delma. Et cet homme-là, depuis 3 ans, veut avoir son terrain pour pouvoir agrandir son entreprise. Donc, lui aussi, d'une certaine manière, est aux prises avec le problème des camps de réfugiés internes. Aujourd'hui, lors de notre passage ici, il est très heureux de voir que la Croix-Rouge canadienne continuait son travail de relocalisation des réfugiés. Parce que la majorité de plus, c'était la complication, c'était aussi le cas. Mais c'est une réalité dans la majorité qui ne peut pas retourner aujourd'hui. Donc, souvent, il n'y aura pas le droit de préparer le fonds pour trouver des autres prises. C'est ce que la Croix-Rouge fait, au moins pour nous, de pouvoir se reloger. Et à partir de là, vous pouvez améliorer la situation. Les gens de la Croix-Rouge quittent le camp en ce moment, mais ils reviendront parce qu'ils ont encore beaucoup de travail. Ils espèrent relocaliser tous les habitants du camp d'ici 1 mois. Ce qui sous-entend évidemment beaucoup de travail et soyons honnêtes, peut-être aussi un petit peu de chance. Sébastien Saint-François, Radio-Canada, dans la municipalité de Delma, en Haïti.